Let's go. Aujourd'hui, je te présente une typologie de clients que très peu de gens vont chercher, qui pourtant est une des typologies de clients les plus intéressantes du marché selon moi. Donc c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Donc ça s'appelle les scale-up et les ETI. Donc surtout si tu es senior, en fait, on va voir pourquoi est-ce que personne parle à leur porte. En plus c'est bien dommage, et comment tu peux faire justement pour aller capter ces clients-là. Donc maintenant imagine une rue avec 4 portes. Devant la première, tu as 200 freelances qui vont tous attendre la même mission, grand groupe distribué par les mêmes ESN. Devant la deuxième, tu as l'autre foule qui a rafraîchi les plateformes pour les mêmes annonces. Et devant la troisième porte, tu as les toutes petites boîtes avec quelques courageux qui vont y frapper pour se bouffer des projets où ils vont aussi devoir réparer l'imprimante et faire du support client. Alors que pourtant la quatrième porte elle est entrouverte, il y a du budget derrière, il y a des décideurs qui se bougent les fesses, ils ont des besoins, il y a des missions intéressantes et pourtant il y a personne qui se positionne dessus. Cette quatrième porte elle a un nom, ou elle en a même deux, c'est les scale-up et les ETI, surtout les ETI, et on va voir aujourd'hui pourquoi selon moi c'est les meilleurs clients du marché de la tech. Et comment tu peux faire toi aussi pour aller travailler pour ces entreprises-là. On va regarder la carte du marché déjà, pose-toi 2 secondes là-dessus, parce qu'en fait la plupart des gens ils recherchent des missions, mais en fait mis à part petites entreprises et grands groupes, ils regardent pas tout ce qui se fait autour, quoi. Donc en gros tu as 4 familles, tu as les grands groupes, tu as banque, assurance, industriel, retail, tout ça, avec leurs milliers de prestataires, tu as les TPE, PME, voilà, où ça fait le gros du chiffre, c'est le tissu local, c'est les petites entreprises, voilà, elles font vivre le pays. Et entre deux, tu as ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est les scale-up, donc c'est des startups qui ont grandi, qui ont survécu, qui ont levé des fonds, qui ont structuré des équipes. Et les ETI, c'est des entreprises de taille intermédiaire qui sont assez grosses pour avoir des vrais budgets, qui ont toujours énormément de besoins parce qu'en fait ils sont ni au stade de la petite entreprise où ils n'ont pas de budget, mais ils sont pas au stade du grand groupe où tous les besoins sont hyper cadrés, il faut attendre 6 mois avant que quoi que se fasse. En fait, on va le voir, c'est l'idéal des deux mondes, parce qu'on va arriver à un point où t'as pas la lourdeur du grand groupe. Donc si jamais c'est un point où tu vas avoir de l'impact dans ce que tu fais, tu auras plus d'impact dans une ETI qu'un grand groupe. Il y aura des bons budgets, le télétravail sera beaucoup plus facile à négocier aussi, et tes conditions en général vont beaucoup plus passer. Donc voilà, grand groupe, boum, gros budget, c'est bien, mais grilles verrouillées, intermédiaire obligatoire avec une grosse concurrence. PME classique, voilà, c'est pas ouf, c'est tout le milieu, c'est beaucoup de batailles, des budgets moyens, des choses qui traînent. TPE, bon voilà, c'est la loterie, c'est soit t'as une très bonne TPE, ou soit en fait ils sont en mode je comprends pas ce que tu fais, donc peu importe ce que tu vas faire, ils vont pas être contents parce qu'ils ne peuvent pas identifier la bonne qualité de ton travail que tu fais. Généralement ils ont des conditions où tout doit être livré pour demain. Alors que justement scale-up et ETI, vrai budget, bonne négo, accès direct aux décideurs, ou du moins quelqu'un qui puisse te dire oui avec quasiment aucun concurrent. Donc c'est nickel. Maintenant devine tout va de quoi concurrence, on l'a vu sur les grands groupes parce que c'est visible, parce qu'ils viennent à eux sans faire d'efforts, les missions elles passent par les ESN, sur les plateformes elles s'affichent, t'as juste à attendre, et sur les plateformes généralistes pour la même raison. Donc la quasi-totalité des freelances vont se battre sur le même territoire, ceux où les missions viennent à eux. Et la zone du milieu, elle s'affiche pas jamais, elle s'affiche presque jamais, parce qu'elle fait pas de référencement massif, elle fait peu d'annonces, elle va pas payer 800 000 intermédiaires pour aller décrocher des profils pour eux. Donc c'est pas des entreprises qui vont prospecter des freelances toute l'année comme un grand groupe pourrait le faire. Enfin comme les intermédiaires d'un grand groupe. Et elle est invisible pour la personne qui attend et qui va pas les chercher. Et c'est pour ça qu'elle reste justement disponible pour les gens qui vont aller le chercher. Donc pourquoi est-ce que les portes habituelles donc des PME et des grands groupes ils sont bouchés? Regardons déjà comment ça se passe. Donc le grand groupe, pour y entrer, il te faut une ESN référencée. Donc un intermédiaire. Donc une commission qui va être prise dans ton TJM. On en a déjà parlé. Une fois dedans, tout est normalisé. Les grilles tarifaires sont fixes. La négociation, elle va jouer à 50 balles. Tout va jouer là-dessus. Le télétravail est déjà décidé par une politique interne et de la politique que personne ne peut modifier pour toi. Et sur chaque mission, tu es comparé à des centaines de profils. C'est cool, c'est cadré. Mais tu peux pas sortir en fait de cette grille justement si elle te convient pas. La petite boîte c'est l'inverse. Tout est libre, le candidat il est direct, mais les budgets c'est du loterie. Tu peux avoir du 200 € de TJM comme à mon projet. Les missions c'est souvent du bricolage, c'est souvent du sauvetage, faut venir en mode pompier. La trésorerie en face elle est fragile, il y a beaucoup de coûts en traite qui arrivent parce qu'ils veulent pas payer. Ça peut dépanner, mais généralement il vaut mieux pas se construire une carrière là-dessus, sauf si tu veux faire du forfait.
Et entre les deux mondes, le milieu du marché il se fait laminer parce que il y a beaucoup de demandes pour du pas cher, il y a beaucoup de demandes pour du très pointu, du très bien payé, et il y a une bataille pour tout ce qui est au milieu en fait. Et si tu sens que cette bataille n'est pas pour toi, lis la suite. Donc quatrième porte, scale-up et ETI. Donc voilà pourquoi les scale-up et les ETI sont l'équilibre que personne n'exploite actuellement, et je vais te peser à chaque argument pour que ça t'aide à faire ta décision. Donc ils ont un vrai budget, parce qu'une scale-up qui vient de lever des fonds ou une ETI en croissance, ils ont de l'argent à mettre sur leurs besoins, ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont un existant qui ramène de l'argent. Donc en fait ils peuvent pas casser leur existant du jour au lendemain et dire non en fait on recrute personne pour nos problèmes. Et du coup on n'a pas les grilles. Ce qu'ils sont prêts à payer va directement être corrélé à la valeur du problème que tu vas résoudre. Là où une PME, il n'y a pas le budget, et le grand groupe, il n'y a pas la flexibilité. Et comme il n'y a pas de grille, la négociation elle est ouverte. Voilà, ton TGM, on va discuter de la valeur du problème, et l'écart il peut être énorme selon le problème que tu résous et comment tu arrives à te positionner. 2. Process pas verrouillé. Une ETI, c'est une boîte qui commence à installer les process de grands groupes, mais vu qu'il commence, il y a encore plein de trous dans la raquette où tu peux rentrer quand tu connais la politique interne. Donc tu as des sujets où tu n'as pas de propriétaire, tu as des besoins réels, qu'il n'y aura pas de fiche de poste, tu as des problèmes que tout le monde voit sans qu'ils ont qui que ce soit actuellement là-dessus. Et un freelance justement qui arrive à rentrer en interne, avoir des indices et comprendre comment ça marche, il n'y a même plus de concurrence parce qu'il est tout seul sur un besoin qu'il a réussi à nommer. Et encore une fois, c'est pas comme une PME où tu réussis à nommer un besoin, ils vont dire ouais mais moi je m'en fiche, c'est pas la priorité. Une ETI, tu leur montres un besoin, tu leur montres ce que ça coûte, ils peuvent intervenir dès le lendemain et te proposer une proposition de mission pour venir régler le problème. Et 3, tu peux avoir accès direct à ces gens-là. Donc pas de référencement obligatoire, pas de couche d'intermédiaire, tu peux parler au CTO, responsable produit, au dirigeant. T'as pas de commission carrément dans ton tarif, t'as pas de messager entre toi et la décision, et c'est un cycle de décision court parce que justement la plupart du temps tu vas avoir un chef de projet ou quelqu'un capable de te dire oui en fait directement pour ta mission. Et 4, les missions elles sont bien, elles sont vraiment cool. Tu retrouves ce que la lenteur en fait des grands groupes ils tuent, c'est toi t'as de l'impact dans tes missions, les décisions elles sont rapides, les sujets ils bougent, c'est des entreprises qui avancent. Et c'est stimulant intellectuellement. Tu t'embêtes pas, il y a toujours des choses à faire. C'est le genre de contexte où tu as justement une identité de partenaire stratégique. En fait, c'est là où tu peux la pousser au maximum parce que il y a un vrai enjeu et on va t'écouter. Parce qu'on comprend la valeur de ton travail, on sait ce que tu veux faire. Mais déjà, oui, il y en a beaucoup moins que des grands groupes. Il y a moins de missions et presque aucun concurrent, donc en fait c'est ça qu'il faut voir, il faut pas se dire ouais mais il y a moins de besoins, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de besoins, mais en fait t'as quasiment très peu de concurrents. Donc comment on les approche et on les trouve ces gens-là? Alors pour les identifier, on va regarder donc les signaux publics, donc annonce de levée de fonds, classement de scale-up ETI de ta région, tu peux même demander à Claude ou ChatGPT de te faire une liste, les entreprises qui recrutent en CDI sur ta stack, très bien aussi. C'est assez simple une fois que tu sais comment faire de transformer un CDI en mission freelance. Une boîte qui embauche des devs sur ta techno, forcément c'est qu'elle a des sujets sur ta techno, et même si elle prend un CDI, ça veut pas dire que le CDI va combler tous les trous dans la raquette. Donc si tu sais exactement la plus-value que tu as apportée, tu trouveras toujours des moyens de t'immiscer dans l'entreprise. Et derrière on le sait tous qu'une mission freelance, un besoin en devient 3, 4, 5, et une mission prévue pour 6 mois peut durer 1 an, 2 ans si tu fais bien ton travail. Donc page LinkedIn d'une entreprise qui te dit qui est-ce qui compose les équipes, qui est-ce qui bosse, qui est-ce que tu peux contacter, le site carrière pour te dire où ça pousse, et tu peux utiliser des outils d'analyse de stack genre Wapalizer pour confirmer les outils du site web. Donc en une heure sur recherche, tu te construis une liste de 20 à 30 cibles dans ta région, ton secteur, aligné avec ta compétence porte d'entrée, très important. Pour l'approche ensuite, et c'est là où je te joue, vu que ces gens ils reçoivent presque jamais de messages de freelance, tu peux faire un message personnalisé et c'est encore mieux parce que tu vas avoir un impact de fou comparé à une ESN qui va juste traiter 45 messages là-dessus. Et du coup tu viens pas en mode est-ce que vous avez une mission, parce que eux justement ils n'ont pas de besoin défini pour lesquels ils vont recruter des gens. C'est qu'ils vont en mode docteur, donc du coup tu vas regarder ce qui se passe dans leur équipe, tu vois le petit signal par où tu t'immises, boum tu rentres dedans et tu commences une mission comme ça. Et voilà, et on vend rien en fait, ça sert à rien, c'est juste on construit de la relation. Et le dernier avantage, les conditions elles se provoquent. C'est-à-dire que le télétravail, le temps partiel, le démarrage en décalé,
tout ça, tu vas pouvoir le négocier en face à face avec la personne qui décide, sans qu'il y ait une politique interne pour qu'ils disent c'est mort, là t'es bon, je réussis à négocier ça en fait. C'est aussi simple que ça. Si le décideur il pense que t'es bon sur ton problème, il va adapter le cadre. Et ce qu'un grand groupe ne fera très probablement jamais pour toi, sauf si tu es exceptionnel dans ce marché. Ah oui, juste en dessous j'ai mis une petite checklist avec les signaux à surveiller pour cette mission. Tu pourras la récupérer si tu le souhaites. Donc le verdict, fais le calcul complet une dernière fois, hop, tu changes pas tes compétences comme d'habitude, t'as le même TJM, t'as la même expérience, mais t'enlèves tout l'intermédiaire qui vient prélever sur ton tarif, t'enlèves la grille qui t'empêche de négocier, t'enlèves la concurrence qu'il y a et les conditions gravées dans une politique de groupe, alors que côté ETI, pas d'intermédiaire, donc ton taf en entier, boum, on te pique pas dessous, négociation ouverte sur la valeur, pas de concurrence, des conditions qui se discutent avec les gens qui décident, et pas d'intermédiaire relou, et pas de gens qui comprennent rien à ton métier. La différence en INA, ça peut clairement avoir des dizaines de milliers d'euros de différence, hein, et on va pas te demander si tu es certifié ou si tu fais une nouvelle techno. En fait, c'est au final les files d'attente devant les grands groupes, ça te prouve pas que c'est la meilleure porte qui soit, c'est juste que c'est la plus visible et la plus commune, mais ça veut pas dire que c'est la meilleure. Et continue à creuser, parce que toi-même tu vas pouvoir trouver aussi quelle typologie d'entreprise est le plus adaptée à toi. Mais de ce que je vois avec tous mes coachés qui ont des compétences là-dessus, ils n'ont jamais été déçus par les ETI. Donc let's go. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors tes petits devoirs. Donc construire une liste de cibles, définir la compétence port d'entrée qui va leur parler, écrire les premiers messages, tenir ta posture, réussir à négocier directement avec ces clients-là. Nous, on peut t'aider à le faire. Donc voilà, 3 piliers: positionnement, acquisition, négociation. Si tu veux qu'on regarde ensemble quel scale-up et les ETI correspondent à ton profil et comment on peut aller leur parler, tu as le lien juste en dessous dans la description. Tu réserves un créneau, on se fait un diagnostic et tu repars avec ta carte du marché à toi, où les gens veulent de tes compétences et il n'y a pas trop la queue. Donc tout le monde fait la queue devant la même porte. Toi maintenant, t'en connais une autre, donc à toi de voir. Est-ce que tu continues encore une fois de faire la queue avec toutes les autres personnes, ou tu te dis je vais aller taper juste à côté où il y a moins de monde et des gens ultra intéressants? À toi de voir. Allez, ciao.